Est-ce qu'on a encore le droit de rêver si on est supporter d'un club entre guillemets «normal» de Ligue 1? Oui, c'est un peu dur de s'interroger comme ça, mais ça représente vraiment une perception que j'ai du football français qui va de plus en plus en s'aggravant. Salut tout le monde, c'est TMF et je vous le dis d'avance, cette vidéo elle est pas pour vous si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain ou supporter de n'importe quel club français qui est très régulièrement habitué voire assuré de participer à la Ligue des Champions. Quoique, dans certains cas, le football français connaît un tel naufrage que même la participation en Champions League, c'est pas l'assurance d'éviter ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Alors trêve de teasing, on va rentrer dans le cœur du sujet. J'ai échangé il y a quelque temps sur X avec une personne qui me parlait de la situation de Pierre Sage et de ses déclarations sur RMC, des déclarations qui étaient très respectueuses pour le RC Lens, je trouve, mais qui ont été pointées du doigt comme quoi il se désengagerait du club. Et la réalité, en fait, c'est que Pierre Sage, il se retrouve dans une situation où le RC Lens a terminé dauphin de Ligue 1, s'est qualifié en Champions League, a remporté une Coupe de France, bref, a fait une saison en tout point exceptionnelle, mais ne va pas vraiment pouvoir bâtir sur cette réussite. Le symbole, c'est par exemple Thomasson qui va partir la saison prochaine du côté du Stade Rennais, mais on connaît cette histoire dans tous les clubs de Ligue 1, et la vraie problématique, c'est la capacité à construire dans des clubs qui connaissent un déficit structurel et qui, économiquement, ne peuvent pas se permettre d'être ambitieux. Qu'est-ce qui reste quand tu as la certitude que ton club ne peut pas enchaîner les saisons en montant en puissance? Qu'est-ce que tu peux t'autoriser à espérer pour ton club? C'est ça le gros de la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est un sujet qui est plutôt déprimant, mais c'est un sujet qui, à mon avis, va toucher de plus en plus de supporters de foot qui suivent une équipe de Ligue 1 et il va vite falloir trouver des réponses parce que c'est notre amour pour le football qui est en jeu. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Je crois qu'on sous-estime à quel point Ligue 1 Plus est un naufrage absolu en termes de rémunération pour les clubs de Ligue 1. Il y a de ça quelques jours, au début du mois de mai, de mémoire, je vous avais partagé les chiffres et les retombées économiques qui étaient prévues pour Ligue 1 Plus. Je vais vous remettre l'extrait, mais même en étant extrêmement optimiste, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est tout simplement une catastrophe industrielle qui nous attend, magnéto. A votre avis, combien va toucher en droit TV le champion de Ligue 1 la saison prochaine? Je préfère vous le dire, le chiffre est choquant et c'est moins que ce que vous pensez, même si vous avez conscience du désastre qu'est Ligue 1 Plus pour l'économie de la Ligue 1. C'est 11,7 millions d'euros de droits TV domestiques. Oui, moins de 12 millions d'euros. On a un journal L'Équipe qui nous fait un beau petit article là-dessus. Alors avec 12 millions d'euros, si le PSG est champion, par exemple au hasard, je prends une équipe qui a quelques chances d'être champion la saison prochaine, ils pourront même pas payer 1/5 du montant de transfert qu'ils ont déboursé pour Zabarni. C'est pour vous montrer un petit peu le côté lunaire. Et si on regarde les montants de droits TV de la Ligue 1, on se retrouve avec quasiment autant de droits à l'international que de droits domestiques. Alors attention, les droits internationaux de la Ligue 1 sont souvent critiqués car ils sont très faibles, donc l'anomalie c'est bien la faiblesse structurelle de Ligue 1+. Et encore là c'est du brut, il faut retrancher les charges, ce qui fait que tu te retrouves avec une misère. Et vous voulez savoir ce qui est le pire dans cette situation? C'est que ça, c'est l'hypothèse optimiste. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est les chiffres projetés. Si Ligue 1+ arrive à avoir 1,5 million d'abonnés la saison prochaine, ils en ont actuellement 1 million. Donc c'est une sacrée augmentation, 50% d'abonnés en plus pour arriver à cette misère. Donc autant vous dire que Ligue 1+, c'est un formidable produit pour essayer de revaloriser la Ligue 1, mais alors en attendant que tu arrives à refourguer ce produit Ligue 1 à un autre diffuseur, ça va rapporter que dalle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait un déficit structurel de nos clubs avant même ces problématiques de droits TV et qu'évidemment, maintenant que tu n'as plus de droits TV domestiques, ça va aller en s'aggravant. Et on entend souvent le mot déficit structurel, mais on a du mal à comprendre ce qu'il signifie dans la réalité. Il n'y a pas forcément que des personnes qui ont eu des cours d'économie qui regardent cette vidéo à mon avis. Pour rappel, le déficit, c'est pas la dette, c'est ce qui fait grossir la dette, c'est ce que tu perds tous les ans, c'est le déséquilibre entre, pour caricaturer, tes rentrées et tes sorties d'argent. Ça, c'est ce que vous entendez régulièrement quand vous voyez des commentaires sur la situation économique de la France, par exemple, avec le fameux déficit qu'on a tous les ans, par définition. Et qu'est-ce qu'un déficit structurel? C'est un déficit qui n'est pas
dû à des événements exceptionnels. Tu peux connaître un déficit durant, par exemple, une année Covid pour un pays ou pour un club de foot. On va s'intéresser au football parce que avec le Covid, les stades sont fermés, t'as pas de billetterie. Avec le Covid, t'as peut-être des contrats publicitaires qui se sont coupés. Bref, vous comprenez un petit peu tout le caractère exceptionnel d'une saison Covid qui fait que tes rentrées d'argent s'effondrent. Un déficit structurel, c'est qu'en fait, même quand tout se passe bien, ça se passe pas bien en termes de finances. T'as des dépenses qui sont fixes ou qui du moins sont durables et qui sont trop élevées. Dans le cas d'un club de foot, ça peut être les coûts de location de ton stade, ça peut être les contrats longs que tu as au sein de ton effectif, parce que finalement, même si tu peux réduire un petit peu ta masse salariale, il faut pas se voiler la face. Ceux qui vous disent le football français doit diminuer sa masse salariale ont raison, mais ça se fait pas en un claquement de doigts étant donné que les joueurs ont des contrats longs. En fait, tu as des coûts qui sont absolument énormes que tu peux pas réduire du jour au lendemain. Et en face, tes rentrées d'argent, c'est pareil. Tu sais grosso modo ce qu'elles vont donner. Les droits domestiques de la Ligue 1, bon, il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises surprises, mais avec Ligue 1+, tu sais à peu près à quoi t'en tenir. On l'a vu, les droits internationaux, c'est la même chose. Et finalement, quand tu as un déficit structurel, pour survivre, tu as besoin d'événements exceptionnels. Et ces événements exceptionnels, c'est des rentrées d'argent qui ne sont pas vraiment prévus initialement. Et ça, dans le foot français, c'est devenu un truc prévu initialement. Ça s'appelle la vente de joueurs. Il faut comprendre que vendre ses meilleurs éléments, c'est une question de survie pour les clubs de Ligue 1. C'est pas simplement parce qu'on a des grands méchants propriétaires qui sont avides d'argent, c'est juste qu'en fait, tu fais ton bilan comptable, t'es en fin de saison et suivant le club que t'es en Ligue 1, tu dois récupérer 5, 20, 40, 80 millions d'euros pour être à l'équilibre. Et ça, ça passe par le fait de sacrifier tes meilleurs joueurs. C'est ça la conséquence concrète d'un déficit structurel. Et ça va évidemment se renforcer avec l'absence de droits TV à cause de Ligue 1+. Je dis à cause de Ligue 1+, le problème c'est pas forcément la chaîne en elle-même, c'est l'absence d'autres diffuseurs que tu as trouvé, parce qu'on va pas se mentir, si tu vas sur Ligue 1+, c'est que t'avais que dalle à côté, que tu t'es froissé avec tes partenaires historiques, que la négociation est très difficile. Et c'est là qu'on en vient au cœur de la vidéo, c'est sur la question de s'autoriser à rêver. Parce qu'en fait, à une époque, en Ligue 1, tu pouvais quand même espérer bâtir des choses. Tu avais des équipes qui pouvaient être compétitives, qui pouvaient continuer année après année à essayer de faire grossir un petit peu leur projet. Alors certes, tu avais quand même une mécanique de vente des meilleurs joueurs, mais en fait, aujourd'hui, t'en viens à un point caricatural où la Ligue 1 est encore plus fauchée qu'avant, où la Première Ligue est encore plus riche qu'avant, et où même à l'échelle européenne, la Ligue 1 commence à être un gros pauvre quand tu compares par rapport à ce que peuvent mettre sur la table certains autres clubs étrangers, même hors Première Ligue. Et en fait, ça me vient de la réflexion de Pierre Sage, où je me dis, effectivement, t'es un mec comme Pierre Sage. Moi, je rêve de le voir continuer à Lens. Mais vraiment, parce que je trouve que ça fait sens, je trouve qu'il bosse bien, je trouve que les Lensois méritent ça. J'ai envie que cette saison exceptionnelle pour Lens se poursuive, mais la réalité, c'est que Lens, ils sont déjà dans une optique du fait qu'ils vont s'affaiblir la saison prochaine. Et je parle de Lens, mais c'est pareil pour tous les clubs. Regardez la formidable épopée européenne du Stade brestois. Qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Si vous êtes supporter d'un club normal, genre Auxerre, Toulouse, Brest que je viens de citer, si vous avez un joueur qui explose durant votre saison, qui est vraiment phénoménal, vous avez à peine le temps de vous attacher à ce joueur que vous savez que dans 6 mois il sera déjà parti. Parce qu'au moment où un club va frapper à votre porte pour proposer 30 millions d'euros, vous pourrez pas juste dire oui. Et en fait, ça me renvoie à ma propre situation de supporter. Moi, je me suis vraiment fait souffrir avec le FC Nantes, qui a désormais plus les problématiques d'un club de Ligue 1, reconnaissez-le, c'est déjà ça de prix. Parce qu'en fait, au-delà de tout ce qui se passait mal à Nantes, moi, ce qui tue ma passion petit à petit, c'est l'absence de projet, c'est l'absence de capacité de projection. Parce que direction Kita, je vais pas revenir sur tous les problèmes du FC Nantes, je pense que vous les connaissez même si vous n'êtes pas un suiveur nantais. Et vraiment, toutes ces années à supporter le FC Nantes m'ont fait dire que ce qui est le plus dur, c'est pas avoir de mauvais résultats, c'est pas être au fin fond de la Ligue 1, c'est pas être dans le ventre mou, c'est pas risquer la relégation, c'est même pas être relégué, c'est la perspective que quoi qu'il arrive de toute façon, j'ai l'impression qu'on s'en sortira pas mieux. Et ça vraiment, ça m'a fait mal avec Nantes, parce que je
je me disais que si on faisait une bonne saison, de toute façon, l'entraîneur qui avait réussi, il serait viré 6 mois plus tard et que nos joueurs n'auraient pas les moyens de les garder. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis qu'on se retrouve dans cette situation, même dans des clubs bien gérés de Ligue 1, parce qu'il y a un tel déficit structurel que de toute façon, si tu bosses bien, la seule perspective cool que tu peux avoir, c'est au lieu de faire 20 millions de ventes de joueurs au cours de l'été, t'en feras peut-être 25 ou 30. Alors évidemment, tu vas choper la Champions League, mais regardez le RC Lens, ils vont peut-être pas faire un mercato famélique non plus, mais tu sais que ça va pas être l'explosion de budget. Pourquoi ? Parce que le RC Lens, ok, la saison prochaine, ils vont encaisser un gros chèque. Ils vont avoir la participation à la Champions League. En plus, c'est même pas à travers une phase de barrage. Tu sais qu'elle est actée, cette participation. Mais je reprends l'exemple de Brest. Tu vas faire un beau parcours en Champions League, et derrière quoi ? La réalité, c'est que tu vas peut-être pas te requalifier pour les Coupes d'Europe la saison prochaine, je le souhaite aux Lensois, mais j'en ai pas la certitude absolue, et que partant de là, tu vas pas aller recruter un joueur qui va demander un gros salaire et qui a un niveau de Champions League, parce que dans 2 ans, quand tu ne sera plus en Coupe d'Europe, quand tu auras un déficit structurel très fort et que les malins économistes de Football Manager te diront « Ah faut réduire la masse salariale », tu seras tributaire du gros joueur que tu as signé 1 ou 2 mercato auparavant pour jouer la Champions League. Et pourtant, les mêmes qui te diront « c'est facile, faut réduire la masse salariale », t'auront incité au cours du mercato précédent à recruter un gros joueur pour jouer à la Champions League avec des ambitions. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut jouer gagne petit, je suis pas en train de dire qu'il faut encourager une économie du toujours moins et du crève la dalle, mais il faut se rendre compte et il faut avoir un peu d'empathie et de recul sur la situation économique des clubs de Ligue 1 qu'en fait, faire des gros mercatos, ne pas céder certains joueurs, c'est même pas une prise de risque déjà, c'est quelque chose que les clubs ne peuvent pas se permettre, et en plus, ce serait une erreur de gestion absolument majeure. Et en fait, aujourd'hui, quand tu regardes les perspectives que tu as sur les droits TV de Ligue 1, tu peux même pas te permettre de rêver à maintenir le niveau de ton équipe. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais aujourd'hui, la version 2025-2026 de votre équipe, sauf sur un malentendu et une heureuse surprise, elle sera meilleure que la version 2026-2027 de votre équipe. À part si vous supportez des clubs qui sont un peu hors catégorie, typiquement le Paris Saint-Germain. Et cette équipe 2026-2027 qui sera plus faible, restera plus fort que la version 2027-2028. Parce que justement, on va avoir ce dégraissement de la masse salariale. Alors on peut toujours espérer que ça permette au football français de se rationaliser, d'aller chercher du centre de formation, de privilégier l'investissement dans ce domaine. Et honnêtement, moi, c'est un truc que je kiffe. J'ai beau être intéressé par l'économie du football, je suis quand même pas complètement aveugle ou binaire, et évidemment je me dis que le foot business a abîmé 2-3 trucs. Évidemment je me dis que le foot avant l'arrêt Bosman par exemple, il y avait un charme tout particulier, donc oui, le retour à des clubs qui privilégient la formation, ça pourrait être cool, mais il faut pas être naïf non plus. Si vous rêvez d'une solution parfaite via les centres de formation, vous reviendrez rapidement à la réalité quand vous appellerez Le Havre, par exemple, que vous sortirez un super joueur tous les ans, mais que justement, tous les ans, vous aurez la certitude que ce joueur partira dès le mercato estival. Et ça, on le voit de plus en plus, en fait. Regardez un Mathys Tel, par exemple, avec le Stade Rennais, il a même pas eu l'occasion de briller avec Rennes. Et en fait, auparavant, moi, je m'en souviens, quand j'étais jeune, on avait l'habitude de voir des joueurs de Ligue 1 performer 1, parfois 2, parfois 3 saisons dans notre championnat. Alors, il y avait des exceptions, il y a toujours eu des mecs qui partaient hyper tôt, bien évidemment, mais t'avais quand même une notion de, si t'as un mec qui perce dans un club lambda de Ligue 1, t'as des chances quand même de te dire qu'il est là la saison prochaine. Et bien aujourd'hui, t'as de moins en moins cette chance, t'as de moins en moins cette perspective. Et c'est pour ça que je me pose la question, je le redis, est-ce qu'un supporter de Ligue 1 peut encore rêver aujourd'hui ? C'est quoi le rêve d'un supporter de Ligue 1 désormais ? Est-ce que c'est de réussir une saison sur un malentendu en sachant que tu repartiras de zéro dès l'année prochaine ? Alors c'est peut-être une perspective qui peut plaire à certains en fait, parce que tu te dis ok, on joue notre chance chaque année, on rebat les cartes certes, mais c'est le sport, il peut toujours arriver des trucs et je suis d'accord avec vous. Mais le fait que tu te coupes cette vision de construire, je trouve ça dramatique. Parce que tu vas parler à un supporter de City, tu vas parler à un supporter du PSG, tu vas parler à un supporter du Bayern, tu vas parler à un supporter du Real Madrid. Quand il a un très bon jeune joueur de 19 ans dans son club, ce qui lui fait kiffer aussi,
bah, c'est le côté un peu, t'es en carrière FIFA, t'es en carrière Football Manager, ou même tout simplement, t'as un lien profond d'amour avec ton club que tu vas voir tous les week-ends et tu te dis putain, ce petit joueur là, j'en sais rien moi, Warren Zahir Emery au Paris Saint-Germain, ça se trouve dans 15 ans, j'irai encore au Parc des Princes, j'amènerai mon gosse et il pourra le voir jouer aussi. Et ça c'est trop cool dans l'amour qu'on peut avoir d'un club. Et je pense aussi que, je vais reprendre les supporters du PSG, parce qu'on est en France et que c'est un cas qui parle à tout le monde. Bah, quand tu vois aujourd'hui au Paris Saint-Germain que tu as une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, qui va peut-être la gagner une deuxième fois, je croise les doigts pour vous les Parisiens, il y a aussi un kiff à te dire, mais les mecs sont en train de faire ça avec au milieu de terrain des jeunes joueurs. Vitinha, João Neves, ils ont des années et des années devant eux. Pacho, il est encore jeune, Kvara, il est encore jeune. Vous avez un petit peu l'idée, Désiré Doué, je vais pas faire la liste complète, et tu dis waouh, en fait c'est un super projet qui est en train de se bâtir, on peut se projeter, et moi je suis un mec qui dans la vie considère qu'une partie du plaisir c'est dans la projection en fait. Évidemment tu kiffes quand tu gagnes la Champions League, mais il y a aussi un kiff quand tu dis waouh, on va être énorme pendant des années, c'est trop cool de se dire ça. Et ça, en fait, aujourd'hui, quand tu supportes un club lambda de Ligue 1, tu n'as même plus le droit de te dire ça. Donc est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore le droit de rêver quand tu es supporter d'un club classique de Ligue 1? Ben, ma réponse, c'est oui et non, en fait. Il faut conditionner tes rêves et tu n'as même plus le droit d'avoir les mêmes rêves que les supporters des gros clubs. Et quand je dis les mêmes rêves, je parle pas de gagner des grandes compétitions. Évidemment, si tu es supporter d'Auxerre, tu sais que tu vas pas gagner la Ligue des Champions au cours des prochaines années. Il n'y a pas trop de risques, ça a jamais été un truc neuf. Mais par contre, t'as même plus le droit de rêver à la stabilité. Et ça, je trouve que ça change fondamentalement ta perception du foot. Donc voilà, je réinvente pas la poudre, je réinvente pas l'eau chaude, j'ai plus l'expression avec cette vidéo, j'en ai conscience. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve ça ultra déprimant. J'aurais bien aimé conclure la vidéo sur un truc hyper positif, mais bah la situation de la Ligue 1 est pas hyper positive, donc je vais pas faire le pitre simplement pour conclure sur un truc très cool. Donc voilà, déprimons, mais passez quand même une bonne journée. Moi je vous dis à demain, salut.